3h47. Le moniteur cardiaque émet un son continu et dévastateur. Claire Dubois, l'une des cardiologues les plus respectées de Lyon, regarde la patiente de 8 ans devant elle et sait qu'elle a atteint les limites de la médecine. Mais ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi a remis en question toutes ses croyances, ou plutôt, tout ce qu'elle croyait. Non, on le croyait il y a 20 ans. Si vous vous êtes déjà demandé s'il y a quelque chose au-delà de ce que l'on voit, si vous avez déjà perdu la foi en votre vie, ou si vous vous demandez simplement comment quelqu'un dans la science peut trouver le sacré, cette histoire vous touchera profondément. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des histoires réelles de transformation spirituelle qui remettent en question nos conceptions de la foi, de la science et du mystère. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le parcours extraordinaire de Claire Dubois, une femme qui est passée d'un athéisme convaincu à une foi mature qui cohabite harmonieusement avec sa rigueur scientifique. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà vécu un moment dans votre vie où vous vous êtes senti complètement perdu, où vos certitudes ont été ébranlées? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous vous êtes demandé, si Dieu existe, pourquoi cela m'arrive-t-il? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, laissez un « oui » dans les commentaires. Et si c'est votre première fois avec nous, pensez à vous abonner à notre chaîne, vous y trouverez de nombreuses histoires comme celle-ci, qui nous font réfléchir au mystère de la vie et de la foi. Oh, et n'oubliez pas de laisser votre like si vous pensez que certaines histoires méritent d'être racontées. Notre histoire commence à Annecy, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à la fin des années 1980. Claire-Marie Dubois naît dans une famille profondément catholique. Son père, Pierre, est professeur de philosophie au lycée Gabriel Fauré et sa mère, Marguerite, infirmière en chef au centre hospitalier Annecy-Genevois. La maison des Dubois se trouvait rue Sainte-Claire, une rue pavée qui serpentait jusqu'au cœur médiéval de la ville. C'était l'une de ces demeures annéciennes typiques, avec ses balcons en fer forgé et sa vue sur le canal du Thioux. Dans le jardin, Marguerite cultivait non seulement des roses, mais aussi de la lavande et des herbes médicinales, dont elle se servait pour préparer des tisanes pour ses voisins malades. Chez les Dubois, le dimanche suivait un rituel sacré qui commençait à 8h, messe à 10h à l'église Saint-Maurice, une église gothique du XVe siècle dont Claire entendait les cloches depuis la fenêtre de sa chambre, déjeuner en famille avec grand-mère Colette, venue de sa petite maison de Taloir, et l'après-midi, Claire aidait sa mère au jardin. Marguerite disait que cultiver les plantes était une façon de collaborer avec la création divine, enseignant à sa fille que chaque graine plantée est une prière faite avec les mains. Claire était une enfant exceptionnellement curieuse, du genre à démonter les horloges pour comprendre le fonctionnement du temps et à lire les encyclopédies médicales que sa mère empruntait à l'hôpital. À 10 ans, elle pouvait déjà expliquer comment le cœur pompait le sang, fascinée par le fait que un muscle de la taille d'un poing maintenait une personne en vie. « Maman, pourquoi Dieu laisse-t-il les gens tomber malades s'il est bon ?» demandait-elle en voyant sa mère rentrer fatiguée après 12 heures de garde à l'hôpital. Cette question revenait toujours après les nuits où Marguerite rentrait à la maison les yeux rouges, sous le poids de pertes qu'elle n'avait pu éviter. « Parce qu'il nous a donné des mains pour prendre soin les unes des autres, ma chérie », répondit Marguerite en caressant les cheveux auburn de sa fille. « La souffrance existe, mais l'amour aussi. Et nous sommes les instruments de cet amour. » Puis elle ajouta avec un sourire las, « D'ailleurs, sans maladie, comment estimerions-nous la santé? Sans douleur, comment reconnaîtrions-nous la joie ?» Pierre complétait ses conversations par son approche philosophique. Au cours du dîner, il expliquait à Claire l'histoire de saint Thomas d'Aquin, comment foi et raison pouvaient aller de pair. « Ma petite Claire, disait-il en coupant le reblochon local, Dieu nous a donné l'intelligence à utiliser. Se questionner n'est pas un manque de foi, c'est un exercice de l'esprit qu'il nous a donné. » Ces conversations ont profondément façonné la pensée de Claire. Elle a grandi avec la conviction qu'être religieux et être intelligent n'étaient pas incompatibles. Au contraire, dans son esprit d'enfant, étudier la médecine était un moyen de découvrir comment Dieu a construit le corps humain. À 12 ans, lors d'un cours de sciences au collège Saint-Michel, l'enseignante Madame Béranger a demandé aux élèves ce qu'ils voulaient faire plus tard. Claire a levé la main avec détermination, « Je veux être cardiologue pour aider Dieu à guérir les cœurs brisés. » La classe a ri, mais le professeur était intrigué. « Pourquoi spécifiquement cardiologue, Claire ? » « Parce que c'est dans le cœur que vivent les sentiments, » répondit-elle avec le sérieux d'une enfant de 12 ans. « Si je peux guérir les cœurs brisés par la maladie,
peut-être que les gens auront plus de place pour aimer. Ce sont les mots exacts d'une jeune fille qui croyait encore que le monde avait un sens, qu'il existait un ordre bienveillant dans l'univers et qu'elle était née pour faire partie de cet ordre. Mais la vie, comme Claire l'apprendra brutalement, ne se déroule pas toujours comme prévu. Et parfois, la foi même qui nous soutient peut devenir le poids qui nous accable lorsque la réalité se révèle plus cruelle que notre capacité à la comprendre. 15 mars 1995. Claire venait d'avoir 16 ans, une adolescente parvenant parfaitement à concilier ses études préuniversitaires avec sa foi inébranlable, lorsqu'elle reçut l'appel qui allait briser sa vision du monde une fois pour toutes. C'était un mardi pluvieux à Annecy, une de ces journées typiques de fin d'hiver alpin où la neige fondante se mêle à la pluie, créant une atmosphère mélancolique. Marguerite avait quitté l'hôpital plus tôt que prévu, ce qui lui arrivait rarement, car elle faisait habituellement des heures supplémentaires dès que possible car elle voulait préparer une surprise spéciale pour l'anniversaire de Pierre, le lendemain. Elle avait prévu d'aller chercher le gâteau préféré de son mari à la pâtisserie des Arcades, un Saint-Honoré traditionnel qu'ils avaient partagé lors de leur premier rendez-vous. Le plan était simple, quitter le travail à 14 heures, passer à la boulangerie, puis se rendre chez le fleuriste au jardin d'Annecy pour acheter des tulipes jaunes, les fleurs que Pierre lui avait offertes le jour de sa demande en mariage, 20 ans plus tôt. Ce devait être un après-midi d'amour et de nostalgie. Marguerite conduisait sa Peugeot 106 bleue sur la route des Aravis, une route sinueuse reliant Annecy aux montagnes, en fredonnant une chanson de Charles Trenet qui berçait Claire quand elle était petite. Elle pensait à la surprise qu'elle verrait sur le visage de son mari lorsqu'un camion de la société de transport Alpes Logistique, dont le chauffeur s'était assoupi au volant après 14 heures de travail non-stop, se serait engagé sur la mauvaise voie dans un virage serré. L'impact fut dévastateur. Instantané. La petite Peugeot s'écrasa comme une noix contre la montagne rocheuse qui bordait la route. Claire se souvient de chaque détail de ces heures interminables au centre hospitalier Annecy-Genevois, l'hôpital où sa mère avait travaillé pendant 22 ans et qu'elle considérait comme sa seconde maison. Les couloirs qu'elle arpentait enfant pour rendre visite à sa mère après l'école lui semblaient désormais un labyrinthe de désespoir et de néons qui lui faisait mal aux yeux, gonflés par les pleurs. Le docteur Philippe Moreau, chef du service des urgences et parrain de Claire, fut celui qui dut annoncer la nouvelle la plus difficile de sa carrière médicale. Cet homme qui avait tenu Claire dans ses bras à 2 ans, qui lui avait appris à utiliser un stéthoscope en jouant à 8 ans, devait maintenant regarder sa filleule dans les yeux et bouleverser son univers. « Claire, ma petite Claire », commença-t-il, sa voix tremblante révélant le poids émotionnel qu'il portait. Pierre se tenait à côté de sa fille, pâle comme un fantôme, se doutant déjà de ce qui allait arriver. « Je suis triste, ma chère. Nous avons tout essayé, nous avons vraiment tout essayé. » Claire se souvient qu'à cet instant précis, à 18h43, un mardi pluvieux, quelque chose de fondamental s'est éteint en elle. Non seulement son cœur s'est brisé, ce qui aurait été naturel, prévisible. Mais quelque chose de plus profond et de plus dévastateur, sa capacité à croire en l'existence d'un but bienveillant dans l'univers. Où était Dieu, fut la première question qu'elle posa, non pas au docteur Moreau, ni à son père, mais au plafond blanc du couloir de l'hôpital. Où était Dieu quand ma mère, qui avait consacré sa vie à prendre soin des autres, avait besoin d'être soignée? Où était Dieu quand une femme qui n'avait jamais fait de mal à personne mourait seule, écrasée sur une route froide? Pierre essaya de la serrer dans ses bras, mais Claire s'écarta. « Papa, ne viens pas me voir avec les plans de Dieu ou la volonté divine. S'il existe un Dieu qui laisse les bons mourir tandis que les méchants vivent, alors ce Dieu est cruel. Et s'il ne peut pas l'empêcher, alors il est impuissant. De toute façon, il ne mérite pas notre adoration. » Dans les jours qui suivirent les funérailles, célébrées à l'église Saint-Maurice où la famille avait prié ensemble pendant 16 ans, Claire vécut une transformation qui effraya tout son entourage. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était une rage froide et calculée contre tout ce en quoi elle avait toujours cru. Le père Michel Benoît, qui connaissait la famille depuis des décennies, a tenté de lui parler le jour des funérailles. « Claire, ma fille, ta douleur est compréhensible. Dieu aussi pleure avec toi. » « Père Michel, » répondit-elle avec une froideur indigne de ses 16 ans, « si Dieu existe et pleure, alors il est incompétent. S'il n'existe pas, alors vous vivez tous dans le mensonge. Dans les deux cas, je n'ai plus rien à faire ici. » Pierre,
dévasté non seulement par la perte de sa femme, mais aussi par l'amertume grandissante de sa fille, tenta désespérément de maintenir un lien avec la foi familiale. Pendant des semaines, il supplia Claire de lui parler au moins de ses doutes, de ne pas rejeter complètement tout ce en quoi ils avaient cru ensemble. Mais Claire était catégorique. « Papa, je comprends que tu aies besoin de croire en quelque chose pour supporter cette douleur. Mais je ne peux plus prétendre croire en un Dieu qui m'a trahi au moment le plus crucial. S'il existe un Dieu, il me doit des explications dont je sais qu'elles ne viendront jamais. » À partir de ce moment, Claire commença à reconstruire sa vision du monde sur des bases complètement différentes. Si l'univers était chaotique et dénué de sens, si aucune force bienveillante ne guidait les événements, alors elle devrait trouver un sens ailleurs. Elle canalisait sa douleur et sa colère dans ses études avec une intensité quasi maniaque. La médecine ne consistait plus à aider Dieu, il s'agissait de prouver que la science, et la science seule, était la seule force fiable au monde. Si l'univers était dépourvu de dessein divin, au moins la médecine offrait elle des réponses fondées sur des preuves solides, et non de vaines promesses de consolation céleste. Elle s'est mise à dévorer des livres de philosophie matérialiste, Dawkins, Dennett, Harris. Elle a étudié les neurosciences pour comprendre comment le cerveau crée l'illusion d'expériences spirituelles. Elle s'est documentée sur l'évolution pour comprendre comment la religion était apparue comme un mécanisme de survie, et non comme une vérité divine. Si je veux être médecin, dit-elle à son père lors d'une de leurs dernières conversations significatives sur la foi, ce sera pour réparer ce que la nature aveugle détruit. Il n'y a pas de dessein intelligent, papa. Il n'y a que le hasard est notre capacité humaine à réparer ce qui ne va pas. Pierre, voyant sa fille se détourner non seulement de Dieu mais aussi de lui, fit une dernière tentative. « Claire, ta mère ne voudrait pas te voir si amère. Maman est morte, papa. Elle n'aime ni ne déteste rien. Elle n'est que de la matière organique en décomposition dans un cimetière d'Annecy. Et plus tôt je l'accepterai, plus je pourrai être utile aux vivants que je peux encore aider. » C'est ainsi qu'une jeune fille de 16 ans a construit une armure intellectuelle autour de son cœur brisé. Et au cours des 24 années suivantes, cette armure allait devenir de plus en plus sophistiquée, impénétrable, convaincante. Jusqu'au jour où elle trouverait quelque chose ou quelqu'un capable de la percer complètement. Avant de continuer le voyage de Claire, j'aimerais faire une pause pour me connecter avec vous qui nous regardez. Combien d'entre nous ont vécu des moments où nous avons remis en question toutes nos croyances ? Où la douleur était si intense que nous avons préféré fermer notre cœur plutôt que de risquer de souffrir à nouveau ? Si l'histoire de Claire vous touche, laissez un commentaire et dites-nous, quel a été le moment qui a le plus mis à l'épreuve votre foi ou vos convictions ? Inutile d'entrer dans les détails si vous ne le souhaitez pas, parfois, un simple « je comprends » suffit. Et si vous avez aimé cette histoire, aimez-la pour que davantage de personnes puissent découvrir ces histoires de transformation. Voyons maintenant comment la vie de Claire a évolué. Claire est diplômée en médecine de l'université Claude Bernard Lyon avec la plus haute distinction. Sa thèse de doctorat, intitulée « Mécanisme moléculaire de l'insuffisance cardiaque, une approche purement matérialiste », a suscité à la fois admiration et controverse dans les milieux universitaires pour son approche rigoureusement scientifique qui rejetait toute composante émotionnelle ou spirituelle en médecine cardiovasculaire. Sa spécialisation en cardiologie n'était pas un hasard, le cœur, ironiquement, devint son obsession scientifique. Non pas le cœur métaphorique des poètes et des romantiques, mais l'organe qu'elle pouvait disséquer, étudier, mesurer et réparer avec une précision mathématique. Le cœur, disait-elle souvent dans ses conférences, est une pompe musculaire de 300 grammes qui effectue environ 100 000 contractions par jour. Ce n'est pas le siège de l'âme, car l'âme n'existe pas. C'est le siège de la vie, car il pompe 5 litres de sang par minute. Point final. En 2008, à 29 ans, elle s'était déjà imposée comme l'une des jeunes cardiologues françaises les plus prometteuses. Elle a travaillé au prestigieux hôpital cardiovasculaire Louis Pradel de Lyon, où elle a développé des techniques innovantes de chirurgie mini-invasive qui ont considérablement réduit les délais de récupération. Ses études sur la régénération du muscle cardiaque grâce aux cellules souches ont été publiées dans l'European Heart Journal et citées dans des dizaines d'études ultérieures. Mais c'est sa personnalité professionnelle qui a le plus retenu l'attention. Ses collègues la décrivaient comme « brillante mais glaciale ». Claire n'y voyait pas une critique, mais le summum de l'efficacité professionnelle.
L'émotion obscurcit le jugement clinique, affirmait-elle lors des réunions médicales, citant systématiquement des données statistiques à l'appui. Un médecin impliqué émotionnellement est un médecin qui commet des erreurs. Mon devoir est envers la science, pas envers les sentiments. Le docteur Antoine Leroux, chef du service de cardiologie, a un jour déclaré à ses collègues « Claire est techniquement parfaite, mais je me demande parfois si elle voit des patients ou simplement des cœurs défectueux à réparer. » C'était une observation plus profonde qu'il ne le pensait. La vie personnelle de Claire reflétait cette même philosophie de détachement émotionnel calculé. Elle ne s'est jamais mariée, affirmant que « les relations amoureuses sont des complications évolutives inutiles qui détournent l'énergie de projets plus productifs. » Ces rares tentatives amoureuses se terminaient toujours de la même manière, les hommes la trouvaient trop froide, trop rationnelle, incapable de créer des liens affectifs. Claire avait une réponse standard à de telles critiques, s'ils veulent un drame émotionnel, ils devraient trouver une actrice. Je suis médecin, pas thérapeute relationnel. Il n'avait que 2 amis proches, le docteur Bernard Rousseau, un collègue de collège qui respectait sa compétence professionnelle sans chercher à le « sauver » émotionnellement, et le docteur Sophie Martin, une neurologue tout aussi pragmatique qui partageait sa vision matérialiste de l'existence. Sa vie sociale se résumait à des dîners occasionnels avec ses collègues, à des conférences médicales internationales et à des visites mensuelles obligatoires à son père à Annecy, visites qui devinrent de plus en plus tendues au fil des ans. Pierre, aujourd'hui âgé de 72 ans et retraité de l'enseignement, n'a jamais complètement renoncé à reconnecter sa fille à une forme de spiritualité. Pas nécessairement à la foi catholique de son enfance, mais à un sens du mystère, à un émerveillement face à l'inexplicable. Lors de leur déjeuner mensuel au restaurant L'Esquisse, surplombant le lac d'Annecy, ils tentaient des approches subtiles. « Claire, quand tu opères un cœur et que tu vois comme tout fonctionne parfaitement, ne ressens-tu jamais un émerveillement? Un étonnement devant la complexité? Papa, je suis émerveillé par l'évolution, un processus aveugle d'essais et d'erreurs qui, sur des millions d'années, a produit des structures fonctionnelles. Mais il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Darwin a tout expliqué il y a 150 ans. Mais qu'en est-il de la conscience, ma fille? Comment les neurones produisent-ils des pensées? Comment la matière inerte génère-t-elle une expérience subjective? Papa, répondit Claire avec une patience exagérée, ce ne sont que des problèmes scientifiques que nous n'avons pas encore complètement résolus. Tout comme nous ne comprenions pas les infections avant de découvrir les bactéries. Une ignorance passagère n'est pas une preuve de surnaturel. Parfois, Pierre essayait une approche plus émotionnelle, ne te manque-t-il pas d'espoir? D'un sens plus profond? Je trouve un sens à sauver des vies, pape. À réduire la souffrance humaine grâce à une médecine fondée sur des preuves. Je n'ai pas besoin d'histoires réconfortantes sur la vie après la mort pour avoir un but. Le père Antoine, curé qui avait remplacé le père Michel, décédé 5 ans plus tôt, demandait parfois des nouvelles de Claire lors de ses visites à Pierre. Et dis-lui qu'il y a toujours une place pour elle dans notre communauté, disait-il. Pierre ne transmettait jamais ses messages, sachant qu'il ne ferait qu'irriter sa fille. Et c'est précisément dans cette « cathédrale de la science », comme Claire appelait parfois ironiquement le bloc opératoire, que sa vision du monde, construite sur 2 décennies, allait être complètement remise en question. Non pas par des arguments philosophiques ou la pression sociale, mais par une expérience qu'aucun manuel de médecine n'avait préparée à expliquer. Ce que Claire ne savait pas, c'est que parfois l'univers a une manière particulière de nous forcer à réexaminer nos certitudes les plus profondes, surtout lorsque ces certitudes sont une armure que nous construisons pour protéger des blessures qui n'ont jamais vraiment guéri. 24 décembre 2019. Lyon était englouti par un blizzard hivernal typiquement français lorsque Claire a reçu l'appel d'urgence qui allait tester toutes ses limites. Théo Martineau, 8 ans, avait été amené à l'hôpital par ses parents après s'être effondré pendant le repas de Noël familial. Le garçon souffrait d'une malformation cardiaque congénitale complexe, une pathologie que Claire connaissait, mais qui, dans ce cas, présentait des complications jamais rapportées dans la littérature médicale. C'est comme si son cœur se reconstruisait de manière totalement anormale, a-t-elle expliqué au docteur Bernard Rousseau, son collègue principal. Les valves se réorganisent dans une position qui devrait être incompatible avec la vie, mais le garçon respire toujours. Les parents de Théo, Marie et Jean-Paul, étaient des gens simples.
Lui travaillait dans une chocolaterie Valrhona, elle était institutrice. Catholique pratiquant, ils considéraient Claire comme leur dernier espoir. Pendant 16 heures, Claire a tout essayé. Elle a consulté des spécialistes à Londres, à Barcelone, et même aux États-Unis. Rien. L'état de Théo était littéralement désespéré, il aurait dû mourir depuis des heures, mais ses signes vitaux restaient stables, comme si quelque chose soutenait son petit cœur au-delà de toute logique médicale. Docteur Dubois, dit Marie, la mère du garçon, lui tenant la main, les larmes aux yeux, je sais que vous pouvez tout faire. Nous allons tenter de réaliser un miracle. Claire ressentit une irritation familière. Madame, je veux que vous compreniez que nous faisons tout ce que la médecine permet. Je ne crois pas au miracle, mais je crois à la science, et elle ne nous abandonne pas. Mais à 3h47 du matin, le 24, la science l'a abandonné. Le moniteur cardiaque a émis le bruit que tous les médecins redoutent. Une ligne plate. Théo a fait un arrêt cardio-respiratoire complet. Claire commença les procédures de réanimation avec la précision mécanique de quelqu'un qui avait pratiqué ce protocole des centaines de fois au cours de sa carrière. Massage cardiaque, 30 compressions à 100 à 120 par minute. Ventilation artificielle. Adrénaline intraveineuse. Défibrillateur à 200 joules. Rien. Le petit corps de Théo resta immobile, sa peau prenant cette teinte bleu-gris que Claire connaissait si bien. L'équipe médicale de garde des infirmières expérimentées ayant vu des centaines d'urgences a commencé à échanger des regards significatifs. Tous connaissaient cette triste statistique, après 10 minutes d'arrêt cardiaque chez un enfant, même s'il parvenait à inverser la situation, les lésions cérébrales seraient dévastatrices et irréversibles. Après 15 minutes, la probabilité de survie avec des fonctions cognitives normales était quasiment nulle. Mais Claire a continué. 12 minutes. 13, 14. Docteur Dubois, murmura Sylvie Beaumont, l'infirmière en chef avec 30 ans d'expérience en soins intensifs pédiatriques, il est peut-être temps de considérer. Et non, coupa Claire brusquement, ses mains ne cessant pas de compresser le petit torse. Je n'abandonnerai pas. Je ne laisserai pas ce garçon mourir la veille de Noël. Pour la première fois de sa carrière, ses mains tremblaient visiblement. La sueur perlait sur son front malgré la climatisation de l'hôpital. Claire éprouvait un malaise qui dépassait le simple stress professionnel, c'était comme si toute son armure émotionnelle, vieille de 24 ans, se désintégrait sous ses yeux. « Et s'il vous plaît » murmura-t-elle, sans même se rendre compte qu'elle avait parlé à voix haute. « Et s'il vous plaît, ne me laissez pas décevoir ce garçon. » Et c'est exactement à ce moment-là, 15 minutes et 30 secondes après l'arrêt cardiaque, que l'inexplicable s'est produit. Claire décrit l'expérience qui s'ensuit avec la précision technique d'un rapport médical, même si elle sait à quel point ces mots semblent impossibles à des esprits formés au matérialisme scientifique. C'était comme si le temps avait pris une autre dimension. Il ne s'était pas arrêté, j'entendais encore les alarmes sur les moniteurs, je voyais mon équipe bouger, je sentais mes bras effectuer des compressions. Mais il y avait aussi une dimension de réalité supplémentaire. Comme si ma conscience opérait simultanément sur deux plans distincts. Il y avait une présence dans la pièce. Pas une hallucination, j'étais parfaitement lucide, continuant à prendre des décisions médicales et demeurant techniquement compétent. Mais il y avait quelqu'un là. Une présence masculine, enveloppée d'une lumière qui ne provenait d'aucune source physique identifiable. Il n'avait pas de visage au sens traditionnel du terme, mais il avait des yeux. Des yeux qui semblaient contenir à la fois toute la douleur qui ait jamais existé au monde et toute la compassion capable de la guérir. Des yeux infiniment tristes et infiniment pleins d'espoir à la fois. La communication ne se faisait pas par des mots audibles, mais je comprenais chaque concept avec une clarté que je n'avais jamais connue dans une communication humaine normale. C'était comme si des idées complexes étaient transmises directement à mon esprit, contournant complètement le processus linguistique normal. Le message, si je puis dire, ressemblait à ceci: Claire, ma fille bien-aimée, tu n'as jamais été à toi. Puis, dans un torrent de compréhension qui ne dura que quelques secondes, mais qui sembla contenir des décennies d'illumination, ta mère n'est pas morte parce que je l'ai abandonnée. Elle est morte parce que le monde est imparfait, mais l'amour est éternel. Tu es médecin non pas malgré moi, mais par moi. Tes mains sont mes mains. Cette connaissance est mon don.
Maintenant, utilise-les. Claire cessa les compressions un instant, regardant ses propres mains comme si elle les voyait pour la première fois. Elle ressentit une sensation qu'elle ne peut décrire que comme une énergie chaude, parcourir ses bras, pas de l'électricité, pas des picotements, mais quelque chose de plus subtil et de plus puissant à la fois. J'ai regardé Théo, je l'ai vraiment regardé, pas seulement ses signes vitaux et ses paramètres médicaux, mais lui en tant que personne, en tant qu'enfant chéri de ses parents désespérés, et pour la première fois en 24 ans, j'ai murmuré quelque chose que j'avais juré de ne plus jamais dire. Mon Dieu, si tu es là, si tu as toujours été là, ne laisse pas cet enfant mourir. Utilise mes mains. Utilise mon savoir. Sauve-le. Claire posa ses mains sur la poitrine de Théo avec une délicatesse qui n'avait rien à voir avec la technique médicale, mais avec quelque chose de bien plus profond. Et c'est alors que le miracle se produisit. Le moniteur a émis un bip. Faible, mais indéniable. Puis un autre. Et un autre. Le cœur de Théo se remit à battre à un rythme qui, pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, était tout à fait normal. Mais ce n'était pas tout et Claire insiste toujours sur le fait que tous les examens ultérieurs l'ont confirmé, sa malformation cardiaque avait complètement disparu. Le cœur, jusque-là anatomiquement impossible, avait désormais une structure parfaitement normale pour un enfant de 8 ans. L'IRM réalisé 48 heures plus tard a révélé un organe cardiovasculaire en parfait état. Comme si Théo était né avec un cœur en parfaite santé. D'un point de vue médical, conclut toujours Claire en racontant cette partie de l'histoire, ce qui est arrivé à Théo Martineau est impossible. Les malformations cardiaques congénitales ne se corrigent pas spontanément. Le tissu cardiaque ne se régénère pas de cette façon. Et certainement pas lors d'un arrêt cardio-respiratoire. Mais Théo n'a pas seulement survécu, il a quitté l'hôpital 3 jours plus tard avec un cœur parfaitement fonctionnel et sans lésions neurologiques. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est un garçon tout à fait normal qui joue au football à l'école et n'a jamais eu de problème cardiaque. Et moi, je n'ai plus jamais été la même personne. Dans les jours qui suivirent ce que l'on appela à l'hôpital Louis Pradel, le KTO, Claire connut une transformation aussi progressive que profonde. Il n'y eut pas de conversion spectaculaire à la hollywoodienne, ce qui serait contraire à la fois à sa nature scientifique et à la complexité réelle de l'expérience spirituelle. Au lieu de cela, elle a entamé un processus qu'elle décrit comme une déconstruction méthodologique des certitudes, appliquant la même rigueur intellectuelle qu'elle avait utilisée pour rejeter la foi, pour remettre en question son athéisme. J'ai réalisé que j'étais devenue aussi dogmatique dans mon incrédulité que n'importe quel fondamentaliste religieux, raconte Claire dans une récente interview pour un documentaire sur les expériences médicales inexpliquées. J'avais décidé que Dieu n'existait pas parce que mes souffrances d'adolescente nécessitaient un coupable. Mais peut-être que je me posais les mauvaises questions depuis le début. Dans ses recherches scientifiques, Claire a fait ce que tout chercheur rigoureux aurait fait, elle a cherché des explications naturelles à ses expériences. Elle a consulté des neurologues au sujet d'expériences mystiques, étudié les phénomènes de mort imminente et même exploré la physique quantique à la recherche de modèles pouvant expliquer les états de conscience modifiés. Le docteur Fabrice Moreau, neurologue à l'hôpital neurologique de Lyon, a procédé à un examen complet de Claire. Nous n'avons constaté aucune anomalie neurologique, a-t-il rapporté. Fonctionnement cérébral parfaitement normal. Aucun signe de lésion, de tumeur ou d'activité épileptique pouvant expliquer les expériences hallucinatoires. Claire a également étudié la littérature sur la rémission spontanée de maladies. Elle a découvert des cas documentés de tumeurs disparaissant sans explication, de maladies auto-immunes en rémission complète et de malformations se corrigeant apparemment d'elles-mêmes. Elle a découvert que la littérature médicale regorgeait de phénomènes défiant les explications conventionnelles. La science m'a appris que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, commença à se répéter Claire. Il ne s'agit peut-être pas de choisir entre la foi et la raison, mais de reconnaître les limites de chacune et la possibilité de les intégrer. Dans sa prudente quête spirituelle, 3 mois après l'affaire Théo, Claire fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis 24 ans, elle visita une église. Non pas à Annecy, où les souvenirs étaient trop intenses, mais à Lyon, à la magnifique basilique Notre-Dame de Fourvière qui domine la ville du haut d'une colline. Au départ, je n'y suis pas allée pour prier, explique-t-elle. J'y suis allée en tant qu'anthropologue. Je voulais observer,
comprendre ce que ces gens ressentaient, s'il y avait quelque chose que ma raison avait manqué pendant toutes ces années. C'est lors de cette première visite qu'elle rencontre le père Michel Bonnard, prêtre jésuite également titulaire d'un doctorat en philosophie des sciences de l'École normale supérieure. Leur conversation dure 3 heures. « Ma fille, » dit le père Michel après avoir patiemment écouté Claire dans son intégralité, « tu sembles surprise de découvrir que Dieu n'est pas incompatible avec la science. Mais nous, jésuites, l'avons toujours su. Dieu n'est pas l'ennemi de la raison, il est l'auteur des lois que tu étudies. Ta médecine n'est pas moins sacrée parce qu'elle est scientifique. Elle l'est davantage parce que tu l'utilises pour servir. » Il prêtait à Claire des livres qu'elle n'avait jamais envisagé de lire, Teilhard de Chardin sur l'évolution comme processus spirituel, saint Thomas d'Aquin sur l'harmonie entre la foi et la raison, des textes contemporains sur la théologie des sciences. « Vous avez construit une fausse dichotomie dans votre esprit, » expliqua le père Michel lors d'une de leurs conversations hebdomadaires, devenue une tradition. Vous pensiez que pour être intellectuellement honnête, il fallait choisir entre Dieu et la science. Mais c'est un choix artificiel. Newton était profondément religieux. Mendel était moine. Nombre de grands scientifiques voyaient dans leurs travaux un moyen de comprendre l'esprit de Dieu. Réconciliation personnelle. Le moment le plus difficile est survenu 6 mois après l'affaire Théo, lorsque Claire a finalement décidé d'aller se recueillir sur la tombe de sa mère à Annecy. Elle n'y était pas allée depuis les funérailles, 25 ans plus tôt. Pierre, aujourd'hui âgé de 77 ans, avait conservé le tombeau impeccable. Des roses fraîches y étaient plantées chaque semaine, la même variété que celle que Marguerite cultivait dans son jardin. Claire y resta 2 heures, parlant à voix haute à sa mère pour la première fois depuis des décennies. « Maman, j'ai passé tellement de temps à en vouloir à Dieu de t'avoir enlevé que j'ai oublié d'être reconnaissante pour la vie extraordinaire que tu as menée. Tu as sauvé des centaines de vies. Tu as élevé une fille qui est devenue médecin. Tu as quitté un mari qui n'a jamais cessé de t'aimer. Peut-être que ta mort n'était pas une punition divine, mais simplement la tragique réalité d'un monde imparfait où parfois les bonnes personnes souffrent. » C'est là, au cimetière d'Annecy, que Claire a finalement pleuré, non seulement pour sa mère, mais pour les 25 années d'amertume qu'elle avait portées, pour la relation blessée avec son père, pour la vie affective à laquelle elle s'était refusée. La nouvelle pratique professionnelle. À son retour à l'hôpital après quelques semaines d'arrêt maladie, ses collègues ont constaté des changements subtils mais significatifs. Sa technique restait impeccable, peut-être même plus précise qu'avant. Mais son travail avait une présence différente. Elle a toujours été la meilleure cardiologue que j'ai jamais connue, note le docteur Bernard Rousseau, mais sa médecine est désormais imprégnée d'une humanité qui n'existait pas auparavant. Elle écoute les patients différemment. Elle les touche avec plus de compassion. C'est comme si elle avait découvert qu'elle pouvait être à la fois rigoureuse scientifiquement et humainement connectée. Claire a commencé à passer plus de temps à discuter avec les familles. Non pas de religion, elle n'impose jamais ses croyances mais plutôt d'une présence plus complète en temps de crise. Plusieurs patients ont déclaré, le docteur Dubois semble comprendre non seulement notre cœur, mais aussi notre âme. Une vie personnelle renouvelée. La réconciliation avec Pierre fut progressive mais profonde. Il avait patiemment attendu 25 ans le retour de sa fille, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Aujourd'hui, à 77 ans, il pouvait enfin retrouver la Claire qu'il avait perdue à 16 ans. « Papa, » dit-elle lors d'une de leurs promenades autour du lac d'Annecy, « je suis désolée d'avoir perdu tant d'années à me battre avec Dieu alors que j'aurais dû construire une relation avec toi. »« Ma chérie, » répondit Pierre les larmes aux yeux, « tu ne m'as jamais perdue. Et Dieu ne t'a jamais perdu non plus. Parfois, il faut s'éloigner pour retrouver son chemin. » Claire est retournée à la messe, non pas tous les dimanches, mais régulièrement. Non par obligation sociale ou pression familiale, mais par besoin profond de se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle. Sa foi actuelle est mature, interrogative et intégrée à ses connaissances scientifiques. « Je n'ai pas toutes les réponses », conclut-elle lorsqu'on l'interroge sur son cheminement spirituel. En fait, j'ai plus de questions aujourd'hui que lorsque j'étais une athée convaincue. Mais j'ai appris que le mystère n'est pas l'ennemi de la connaissance, mais son partenaire. Je peux être une scientifique rigoureuse tout en étant ouverte au sacré. En fait, plus je comprends l'extraordinaire complexité de la vie, plus tout me paraît miraculeux. Aujourd'hui,
À 46 ans, Claire Dubois est reconnue comme l'une des cardiologues les plus respectées de France. Mais plus important encore que ses distinctions professionnelles, c'est la paix qu'elle a enfin trouvée, avec elle-même, avec son histoire et avec le mystère de l'existence qui englobe à la fois la science et la foi, la raison et l'amour. Cela m'a appris que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, explique Claire. Il ne s'agit peut-être pas de choisir entre la foi et la raison, mais de les intégrer. L'histoire de Claire nous enseigne que le cheminement spirituel est rarement linéaire. Parfois, nous perdons la foi pour la retrouver plus maturément. Parfois, nous devons remettre en question nos certitudes pour découvrir des vérités plus profondes. Et la plus grande leçon est peut-être la suivante, nous n'avons pas à choisir entre la rationalité et la spiritualité. Nous pouvons être les deux. La science peut coexister avec la foi si nous comprenons que les deux sont des manières différentes de rechercher la vérité. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, cette histoire vous a-t-elle touché ? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a remis en question vos croyances ? Ou peut-être êtes-vous quelqu'un qui, comme Claire, tente de concilier raison et foi ? Partagez vos expériences dans les commentaires, elles peuvent inspirer d'autres personnes traversant des parcours similaires. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous vous proposons des témoignages authentiques de transformation spirituelle qui nous font réfléchir au mystère de l'existence. Et n'oubliez pas, que vous soyez sceptique ou croyant, agnostique ou fervent, votre cheminement est valable. Les questions que vous posez sont importantes. Et qui sait, la réponse ne réside peut-être pas dans le choix d'un camp, mais dans la recherche d'un équilibre entre les deux. Jusqu'à la prochaine histoire, que cette semaine soit une semaine de réflexion et de paix pour vous tous.